Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo suite à une question que j'ai eue sur un de mes posts par James 10 ans. J'avais fait une vidéo sur la dissimulation féminine des périodes d'ovulation, c'est-à-dire la période d'oestrus chez la femme, chez nos femelles, hein, n'est pas visible. Alors j'avais fait une petite vidéo qui expliquait pourquoi justement la nature avait pris ce chemin de cacher, de masquer cette période de fécondité de la femme qui chez les autres mammifères est apparente. Alors j'ai fait cette petite vidéo et j'avais eu une question qui n'était pas réellement en rapport, mais le gars m'avait posé la question sur ce post et il m'avait demandé ça. Alors je vous le lis, hein. Alors c'est une curiosité, alors c'est James, ou Jem. C'est une curiosité de l'évolution qu'un paysage de prairie ou d'océan sans fin me stupéfie autant que la beauté d'une Libanaise ou d'une Colombienne. Comment expliquer cette anomalie propre à l'homme qui fait qu'il est tellement plus que la femme, l'homme qui est un artiste dans sa nature, alors qu'elle ne sera jamais que par la singerie de l'homme. Donc c'est un peu misogyne, mais il y a du vrai dans ce qu'il a dit, hein. La femme est un monde en elle-même, puisque c'est la créatrice par excellence, donc elle se suffit en elle-même. Il faut voir les mères tourner 100% vers les enfants. Donc cette histoire de paysage, m'a fait penser à quelque chose d'important, hein. C'est comme la femme est créatrice, l'homme, lui, va chercher la calorie pour la femme et va la chercher dans ces grands espaces, hein. Donc c'est vraiment la grande différence, c'est cette fascination que l'homme a pour les grands espaces, cette quête de calories, cette quête du trésor dans les grands espaces. Alors je lui ai fait une petite réponse, hein, une réponse pour le paysage essentiellement, hein, parce que l'homme n'est pas la quête et la femme est l'univers c'est-à-dire elle porte l'univers en elle-même, hein, si vous voulez. Donc voilà la petite réponse que je lui ai faite, hein. Je ne suis pas un grand lecteur, mais bon, ma pensée est organisée plus facilement quand je l'écris. Donc voilà, alors, sur notre fascination pour les grands paysages. L'homme est un chasseur ou un quêteur sur de longues distances. Ayant habité les savanes pendant des millions d'années, il partait à la quête de calories en scrutant l'horizon. Il repérait le moindre détail à l'horizon, le moindre mouvement. Le moindre vol lointain de vautours était pour lui un signe. Il marchait économiquement jusqu'à là. Il marchait économiquement jusqu'à la charogne, ou jusqu'à la proie, ou jusqu'au trésor. Son système visuel s'est développé pour ça. Nous avons notre fovea, le centre de la rétine, très sensible et capable de percevoir le plus petit détail. Nous balayons donc l'horizon à la quête de ce détail, de ce trésor calorique que nous pourrons rapporter à notre femelle, notre dulcinée. C'est pour ça que l'homme est fasciné, voire absorbé par les grands paysages. C'est pour ça que l'homme est toujours en quête, aller chercher au loin la calorie qui lui donnera la survie et lui apportera la femme. Donc voilà un peu la raison pour laquelle l'homme est fasciné par ces grands paysages. On reste en admiration devant un paysage, on le regarde, on le scrute comme ça. Et c'est vraiment pour ça, c'est-à-dire qu'il y a 6 millions d'années, quand on est passé en savane, hein, il y a eu un changement fondamental dans notre façon d'aller récupérer, de survivre, si vous voulez, hein. Avant, en forêt, donc notre ancêtre était un ancêtre, on va dire, qui vivait en forêt, plus ou moins arboricole, un peu comme les chimpanzés actuels, mais bon, les chimpanzés actuels ont évolué, hein. Donc, il n'y avait pas de partage des tâches comme je l'ai déjà expliqué, hein. Je reviens toujours là-dessus, hein. Donc, quand on est passé en savane, il y a eu un problème pour les femelles qui ont dû rester près de l'arbre parce qu'elles devenaient des victimes potentielles en étant bipèdes, hein. Nous, on s'est adapté à marcher sur de grandes distances, donc on était bipèdes à ce moment-là, hein. Alors est-ce qu'on s'est relevé en forêt ou on s'est relevé où il y a eu une transition, en général on s'est relevé d'un coup, mais est-ce qu'on s'est relevé d'abord en forêt ou ça a été une mutation neutre, on s'est relevé en savane? Ça, on le saura par la suite. À mon avis, on a dû se relever en forêt et on a été parfaitement adapté à la savane après, hein. Donc, ce fait d'être relevé en savane nous a avantagé énormément parce que on est économique, on allait chercher sur de grandes distances la nourriture.
Donc les femmes, elles, étaient, elles, désavantagées. Donc vous savez, c'est l'histoire de un cadeau contre sexe, un calorie contre sexe, nourriture contre sexe. Hein. Elles ont échangé, comme je l'ai dit, la nourriture que les hommes leur apportaient contre du sexe, parce que l'homme ne rapporte rien, il n'y a rien sans rien. Hein. Ce qui leur a permis de rester avec les petits près des arbres et de ne pas être des proies potentielles, parce que quand on porte bébé dans les bras, c'est très risqué. Alors que quand on est des hommes, on peut avoir un caillou, un bâton, on n'a pas à partir avec un gros sac dans les mains. On ramène juste la nourriture, on est en groupe viril et on va chercher la nourriture. Donc quand on est allé en savane, ben, on s'est habitué à de grands espaces, hein, et notre corps a fondamentalement changé pour s'habituer justement à ce nouveau mode de vie avec, comme j'ai dit, séparation des tâches. Hein. L'homme va chercher la calorie et la femme reste près de l'arbre et s'occupe du petit en récupérant les calories que l'homme va lui donner. L'échange au début contre du sexe, comme je dis tout le temps, la femme est une salope, mais une salope pour le bien de l'humanité. Hein, si vous voulez, c'est une blague, hein, mais c'est vraiment comme ça. C'est donne-moi, je te donne du sexe, mais en vérité, c'est donne-moi, je pourrais nourrir tes petits et je transmettrai tes gènes. Vous comprenez ? Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette mentalité différence entre les hommes et la femme. Alors pour le paysage, l'homme a cette fascination du paysage, et il a cette fascination du paysage, car quand il partait en savane, donc cette grande étendue pleine très chaude, hein, donc on a perdu nos poils, on a noirci, hein, on a eu on a développé un système de thermorégulation extrêmement efficace pour marcher en pleine journée quand les prédateurs dorment, hein, donc c'était beaucoup plus facile que si on marchait à la pénombre, quand il fait moins chaud, parce que là les prédateurs sortent et on était des petits, on était des primates de taille moyenne, donc au début pas capables de se défendre, on n'avait pas encore d'armes puissantes, on n'avait pas encore d'armes perforantes, hein. On y allait en groupe, on pouvait jeter des cailloux, on a très vite été on a très vite pu éloigner les panthères ou les hyènes des prédateurs de taille moyenne, mais pour les gros prédateurs comme les tigres dents de sable, comme je ne sais plus comment ils les appelaient à l'époque, ou les lions, hein, c'était très très risqué pour nous. Vous avez tout le temps cette angoisse d'aller chercher à l'extérieur, hein, la calorie. Mais donc on partait, on était debout sur nos deux pattes, les femmes restaient près de l'arbre, prêtes à monter dans les arbres pour éviter de se faire manger avec nos petits. Hein. Donc on partait à la quête justement de cette calorie qui allait nous nourrir et nous apporter justement les faveurs des femmes. Hein, c'est le trésor qu'on allait chercher. Donc tout notre système visuel a complètement changé en allant chercher cette calorie. Donc on regardait à l'horizon, on balayait l'horizon, donc plus besoin d'avoir, comme chez les singes, je vais parler un peu de cette histoire du chimpanzé, hein, plus besoin d'avoir le même système visuel que les singes de forêt. Hein. Si vous avez peut-être regardé cette émission qui parle... plutôt ce reportage, hein, on voit un japonais qui a fait des expériences sur un chimpanzé, et puis on voit que les chimpanzés sont capables de mémoriser très très bien des chiffres à toute vitesse, hein, comme ça, sur un écran, et les retaper dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, vous voyez, pour avoir la cacahuète, hein, en échange, ou la banane, ou bien le morceau d'ananas, vous voyez. Donc, le singe, lui, comme il évolue dans un monde 3D, hein, un monde 3D, donc il monte, il descend, il évolue en 3D, il est obligé d'avoir une rétine extrêmement sensible, donc relativement sensible, sur pratiquement toute sa surface, pour percevoir donc un cortex visuel très développé. Mais alors par contre, tout ce qui est associatif, c'est moins développé chez le singe. Hein. Nous, chez l'homme, c'est ça qui fait l'intelligence de l'homme, hein, propre. Mais il perçoit son environnement, hein, instantanément, d'une façon spectaculaire, parce que sa rétine est extrêmement innervée et c'est extrêmement riche en récepteurs sur toute sa surface, hein. Ce qui permet, quand il est dans les arbres, quand il saute, il a tout de suite, il n'a pas besoin de tourner la tête, il a déjà perçu tous les détails, parce que sa rétine est extrêmement innervée, hein, est extrêmement sensible, beaucoup de cellules sur toute la surface, hein, et son cortex visuel qui est à l'arrière, et lui est extrêmement développé, hein, justement pour pouvoir percevoir cet espace d'un coup, et ne pas louper la branche, et pas s'écraser comme une crêpe au sol, et mourir écrasé sous son propre poids, par l'accumulation d'énergie cinétique. Donc ça va faire parce que c'est quand même des singes de taille importante. Un petit singe, il peut tomber, il risque moins, mais un singe de taille importante, c'est plus risqué. Donc on était un singe de la taille d'un chimpanzé. Donc quand ça tombe, un chimpanzé, ça se casse. Quand un petit macaque tombe, c'est déjà moins risqué. Puis quand un écureuil fait une chute, en général, même de très haut, il s'en sort. Donc vous voyez, hein, parce qu'il est moins lourd, il ne s'écrase pas sur lui-même. Donc c'est pour ça que les singes ont cette rétine très innervée, et d'où certaines chercheuses un peu stupides qui avaient dit le singe est autiste, il
il ne regarde pas en face. Ben oui, il ne regarde pas en face parce que d'un coup d'œil latéral, il a déjà tout perçu, tous les détails. Alors que nous, non. Nous, on n'évolue pas dans le même milieu. Nous, à la différence, c'est que le centre de notre vision, la fovea, ce qu'on appelle la fovea de la rétine, est extrêmement innervée, encore plus que celle du singe, mais sur une petite surface. Et nous, on balayait l'horizon en quête de signes qui pouvaient nous dire « Ah, là-bas, il y a à manger, là-bas, il y a de la calorie ». On repérait le moindre vol de vautour à l'horizon, vautour qui indiquait qu'une proie venait d'être chassée, parce qu'on n'avait pas encore l'estomac acide, hein, on n'avait pas l'estomac acide, comme était des frugivores un peu carnivores, donc on ne peut pas digérer très bien avec des grands intestins quand même, donc il y aurait des bactéries qui seraient mortes, on serait mort d'infection intestinale, hein, si vous voulez. Donc on était obligé de chasser pas de chasser, mais d'aller chercher de la charogne fraîche. Hein. Donc, les équipes japonaises, eux, ont trouvé que justement, on avait trouvé des outils primitifs à côté de crânes, hein, de crânes fracassés d'animaux, alors visiblement tués par des grands prédateurs. Et les hommes allaient chercher ces animaux, les premiers hommes, il y a 6 millions d'années, hein, intelligents, nos ancêtres. Hein. Et comme c'était des casseurs de noix en forêt à la base, ils avaient conservé cette habitude de casser, et par l'observation, ils fracturaient les crânes. Hein, les crânes qui sont des choses très solides, hein, c'est très solide un crâne, ça protège le cerveau, tout le système de commande de l'organisme, et comme les proies qui avaient été tuées par des grands prédateurs qui des fois se reposaient ou les avaient abandonnés, l'homme arrivait derrière, et avec cette méthode de fracture, il arrivait lui, le seul, à casser les crânes pour en sortir la cervelle et se nourrir. Voyez. Donc c'est assez intéressant de voir comment tout ça a changé notre mentalité. On est vraiment devenus des quêteurs, hein, des gens qui vont à la quête du trésor, des êtres qui vont à la quête du trésor. On marchait sur ces grandes étendues planes, notre système visuel s'est transformé pour ça, on balaye l'horizon, hein, c'est la quête du trésor. Hein. C'est pour ça qu'on est en admiration devant les paysages, c'est pour ça qu'on regarde un grand paysage avec admiration. Qu'est-ce que c'est beau, hein. C'est beau parce que c'est la réserve calorique, c'est ça qui nous permettra de survivre. L'homme est tout le temps allé chercher sa calorie au loin. Hein. C'est dans les chansons de marins, hein. J'irais... Santiago, là, les chansons, machin, là, j'irai chercher de l'or et j'en rapporterai à Margot. Hein. Alors, on est tout le temps dans la même problématique, hein, c'est aller chercher la calorie au loin et la ramener à la femelle. Hein. Et c'est ça l'homme, parce qu'on est économique. Hein. On marche, on ne dépense pas beaucoup de calories, on va chercher la calorie au loin, on la ramène. Hein. À l'époque, on était tout noir, on avait perdu nos poils, on transpirait bien, on pouvait être au soleil quand il n'y avait pas de prédateurs, et on observait l'horizon pendant des millions d'années, on a observé l'horizon, et c'était à l'horizon qu'on allait trouver la calorie qui allait nous faire survivre. Vous voyez un peu pourquoi on est en admiration devant ces paysages, pourquoi les gens regardent l'horizon, la mer, avec une espèce de sensation de grandeur. On est en admiration devant cet univers, cette grandeur. Oui, parce que l'horizon, les grands espaces, même le désert, hein, ça nous montre l'horizon, ça nous montre l'avenir. C'est là, c'est à l'avenir, c'est en regardant l'horizon, c'est en regardant le lointain qu'on va trouver la solution pour survivre et pour faire survivre notre lignée et pour nourrir nos femmes et nos enfants. Et voilà pourquoi l'homme est une telle admiration, une telle fascination pour ces grands paysages. C'est une petite chose, mais ça en dit long sur ce que nous sommes, sur ce que nous sommes réellement, hein, et qui étaient nos ancêtres. Donc voilà, quand on aime quelque chose, c'est que cette chose a été utile pour nous. Les grands espaces ont été notre source de nourriture, notre source de survie. On était dans la savane. Donc c'est pour ça que nous aimons ça. Hein. Et c'est pour ça que nous n'aimons pas le caca, hein, comme j'ai dit tout le temps, parce que le caca, c'est plein de bactéries, c'est pas bon pour la santé, alors qu'une mouche, elle le recherche, et pour elle, si elle pouvait faire des tableaux, elle ferait des tableaux de merde. Hein. Pour elle, ça serait une fascination, la merde, parce que c'est une source de nourriture, et c'est là où elle peut pondre ses œufs, des fois. Donc vous voyez que ce qui est beau, c'est ce qui est utile. En général. Ce qui est beau, c'est ce qui est bon pour nous. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo, j'espère que vous en avez appris un peu sur nous, hein, sur la façon de voir le monde. Voilà. Bon, écoutez, à bientôt, on est presque à 15 minutes, celle-là elle est courte, c'est samedi soir. Bon, j'espère que vous êtes bien sortis et que vous êtes bien amusés en famille ou en disco ou ailleurs, hein, ou chez des amis. Salut!